Here comes Adrian from INSEP's elite line, where data meets sports on the pathway to shine. From Paris Olympics, he's setting the stage with numbers and knowledge to give us an edge. Thank you very much, merci et bienvenue Adrien. Bonjour. On stage à toi. Merci, merci pour l'invitation. Présentation, je ne sais pas si c'est François ou Christophe quand on s'est rencontrés, qui a dit tu vas faire la présentation un peu exotique. Donc c'est vrai que vis-à-vis des présentations précédentes, c'est quelque peu différent. On est quelque chose sur un peu du pré-péro, la présentation juste avant l'apéro, puisque certes il y a eu une commande autour d'avoir d'un Rex sur comment on s'est structuré en assez peu de temps pour créer un Sport Data Hub. Et on avait un seul objectif, c'est comment les données, on va réussir à les structurer et les utiliser pour donner un avantage concurrentiel aux athlètes français sur les Jeux Olympiques. Ça va fonctionner. Le contexte, quand on est sollicité juste après la décision où les Jeux Olympiques se dérouleront à Paris en 2024, en fait, si vous voulez une idée, sur les Jeux de Rio en 2016, il y avait 3 Français qui traitaient de la donnée pour les équipes de France sur place. Quand vous rentriez dans les salles pour les mises à disposition pour récupérer les flux de données vidéo, nos concurrents de Team USA ou de UK Sport, c'était plutôt une centaine qui opéraient dans ces salles-là. Donc, comment en fait le sport de haut niveau s'est emparé du sujet des données? Ça a été d'abord de convaincre les politiques. Comment on a réussi à convaincre les politiques? Alors, je pense que ça peut faire écho de votre côté sur la partie business. C'est en fait en montrant ce que faisaient les autres nations. On a pu mettre en évidence par les congrès scientifiques auxquels on participait, mais aussi sur toutes les compétitions, avoir de l'information sur les concurrents, comment ils utilisaient les données, comment ils étaient staffés pour créer de la valeur à partir de la donnée. Et donc à partir de là, en 2018, on est sollicité pour faire un plan national data où le constat il est comme partout. Ce qui est rassurant, c'est que depuis ce matin, j'entends les mêmes problématiques que tout le monde rencontre et qu'on a pu rencontrer. Il y a des données un peu partout, elles sont éclatées. Les gens travaillent en silo. Souvent, ils partent avec les données. C'est très mal structuré. Et globalement, en fait, les outils qui existent sont plutôt dépendants de personnes que de systèmes centralisés. Donc, on crée un plan avec des cibles, comment les données vont être utiles pour le politique sportif, pour la fédération, pour les athlètes et les staffs, ce qui va en fait préfigurer un sport data hub. Et puis, on n'a rien fait de tout ce qu'on avait planifié. Globalement, je regardais ça hier soir, on avait préconisé une belle équipe avec des architectes, des data engineers, après on avait les analystes, on avait les scientists, on avait les développeurs. Rien s'est fait, mais vraiment rien ne s'est fait comme ça. Jérémy pour en témoigner, parce que le premier outil qui a été construit faisait partie de l'équipe. Et il a créé le front d'une application. Et ben on a fait, c'était du bricolage. Premier applicatif du grand bricolage, ce qui a permis de structurer quand même les premières bases autour de données de résultats qui ont été par la suite, en fait, c'était un peu le noyau dur pour construire une architecture. Alors aujourd'hui, le Sport Data Hub existe avec une équipe juridique, avec des data architectes, avec un de l'équipe de laquelle participait Jérémy qui s'est formé et qui maintenant s'occupe de cette partie-là, des développeurs, des data analysts, quoi, comme. Alors nous, on a une particularité, c'est qu'on a aussi des sport scientists et on essaie de former des sport data scientists, c'est-à-dire qu'on va aller chercher des ingénieurs data et on va les faire monter en compétences sur les sciences du sport ou des individus qui ont des doctorats ou des formations en sciences du sport qu'on fait monter sur la partie code pour pouvoir les mettre avec les staffs, les entraîneurs et les athlètes pour créer des outils sur mesure dont ils ont besoin pour filer des avantages concurrentiels à différents niveaux. Donc, globalement,
le plan a absolument pas été suivi. Donc, si vous voulez qu'on en parle et vous voulez un peu de conseils, surtout venez pas. Mais je serai sûrement là. Donc, première chose qu'on a mis en place, premier outil en fait au sein du Sport Data Hub qui était en démarrage, c'est comment on va estimer les chances de médaille. Puisque retour de Tokyo, il y a un petit apéro qui se fait à l'Élysée où le président rassemble tous les athlètes et les staffs et annonce que l'État va faire les choses bien pour les Jeux à Paris en 2024, que par contre les résultats de Tokyo sont à chier et que s'il n'y a pas de Marseillaise le jour J, on aura tous échoué. Donc belle ambiance. Et il y a une refonte complète du système sportif de haut niveau avec la création d'une agence nationale du sport qui va récupérer à la fois le chéquier, la décision, l'accompagnement auprès des athlètes. Et eux sont en discussion avec les fédérations, mais ont du mal en fait à savoir quand une fédération est en train de leur vendre, on va faire 17 médailles. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Donc du coup, le premier outil qu'on construit, ça s'appelle médaillabilité. Et on achète une base de données était déjà achetée depuis 15 ans. Cette base de données là, et elle n'était absolument pas utilisée. Il y avait une personne qui l'exploitait brièvement, en tout cas avait des petits extracts de cette base-là. Donc là, on a constitué une équipe de data scientists, 4, déjà pour exploiter cette base et visualiser toutes ces données de résultats. En gros, c'est toutes les nuits, cette base est mise à jour, c'est tous les résultats de la planète dans tous les sports olympiques, un peu de données paralympiques, aussi chez les jeunes, qui nous est fourni. Et donc, on l'utilise non seulement pour permettre, en fait, alors dès que c'est un peu touchy, vous allez voir apparaître Batman ou un de ses potes, puisque c'est compliqué de mettre en évidence des véritables athlètes. Donc vous avez son petit profil, son âge, pour quel pays il va concourir. Et donc, à partir de ces données-là, il y a aussi eu un travail algorithmique où on a calculé la probabilité d'être champion olympique pour chacun des athlètes de la planète, ce qui permettait de les ranker par la suite pour savoir qui avait la plus grande chance de bien figurer sur la compétition demain. Donc, quelques visualisations. Ici, c'est très simple, c'est comment l'athlète, donc ça, c'est ses performances que vous avez en Y et sur l'abscisse, les saisons. Et donc, vous le voyez dans sa densité de compétition, c'est-à-dire par rapport aux 8 meilleurs mondiaux. Et donc, vous voyez s'il progresse, s'il stagne ou s'il régresse. On couple ça dans l'outil à... Ça, c'est ce que, quand je vous parlais de qu'est-ce que fait la concurrence, c'est le Olympic Pathway des Anglais, ou le Performance Funnel des Américains. C'est en fait, on a appelé ça le couloir de perf, très original. C'est par où sont passés les champions olympiques et mondiaux, ici, là, d'ailleurs, le podium, quand vous prenez la strap du dessous. Donc ça permet en fait de regarder et de visualiser où se situe l'athlète français ou étranger par rapport aux trajectoires des médaillés olympiques et mondiaux, de voir s'ils rentrent tardivement, s'ils progressent plus que ses concurrents. Et donc, il y a plusieurs éléments comme ça d'exploitation, de visualisation, de restitution de ces données-là. Et puis, il y avait un petit travail de calcul, en fait, de la probabilité de bien figurer, qui permettait aussi de faire les classements par nation et surtout qui permettait d'avoir un élément en plus, data éclairée pour cette Agence nationale du sport, sur l'orientation des fonds aussi en fonction des fédérations et des athlètes. Donc ça, c'était le premier outil qui n'était pas encore sur de la prédiction de performance, mais sur des probabilités de bien réussir qu'à partir des données de résultats en compétition. Donc, on a des données, vous verrez, bien plus fines sur les athlètes français, mais là, elles n'étaient pas intégrées. Et ce qui a permis de mettre en place aussi d'autres projets sur de la prédiction de perf, celui-ci, c'est les travaux de notre ami Thibault Le Danois lors de son doctorat, qui travaillait sur le triathlon, en fait. Donc là, c'est pour vous montrer un autre exemple où on a les données de profilage des athlètes français, c'est-à-dire qu'ils passent dans les laboratoires et on va avoir des données sur leur capacité cardio-respiratoire, la VO2 max, on va avoir différentes typologies de données. À ceci, en fait, est couplé sur chaque compétition, on va récupérer la dénivelée, le nombre de virages, les distances réelles du parcours
Et en plus, on a le plateau. Donc le plateau, c'est les athlètes qui sont présents sur cette compétition. Et c'est un circuit clos, en fait. Ils font toujours les mêmes villes, avec tout le temps les mêmes circuits. Et donc comme ça, on peut modéliser comment chaque athlète a déjà concouru sur cette compétition-là. Et à partir de ces données-là, donc là ici, pardon. Là ici, c'est juste le clustering des typologies de courses. Ça nous permet en fait de pouvoir estimer en fonction des participants et de la course sur laquelle ça va se courir, de pouvoir établir des scénarios de course et les proposer au staff. Donc là, c'était une commande initiale qui arrivait de la Fédé, où ils pressentaient qu'avec des Espagnols présents sur ces compétitions-là, ils allaient nager fort pour essayer de sortir l'athlète français. Donc là, ici, en fait, vous avez globalement la distribution des nageurs. Donc on voit une natation qui est très étalée, où ici, vous avez retrouvé les premiers. Et donc devant, c'est les Espagnols qui vont nager très vite pour essayer de fatiguer le Français. Et en fait, dans toutes les modélisations que Thibaut avait pu faire tourner, à chaque fois que le Français ne terminait pas dans le peloton de tête, il pouvait revenir sur le cyclisme derrière. Donc il pouvait se retrouver soit dans le groupe à la fin, soit dans le groupe intermédiaire, mais pas dans l'échappée. Il pouvait revenir, mais à aucun moment il arrivait à remonter sur le podium. Par contre, à chaque fois qu'il faisait l'effort en natation et qu'il se trouvait dans ce groupe-là en cyclisme, globalement, ses probabilités de devenir champion d'Europe augmentaient grandement et c'était les seuls cas en fait où il pouvait se retrouver sur le podium. Alors bien sûr, si je vous le montre, c'est que c'est exactement ça qui s'est passé sur cette compétition. Tous les trucs qu'on a merdé, c'est un backup. Mais pour le coup, son travail de doctorat à Thibaut, il l'a utilisé aussi pour Tokyo. Donc c'est un outil qui tourne maintenant au sein de la Fédération française de tri. Il avait correctement estimé les scénarios de course pour le triathlon masculin, féminin et aussi par équipe. Alors après, nous, notre boulot, il est facile. Hein. C'est les outils. On essaie de répondre à des questions. On leur propose des outils. Ça peut les aider dans leur réflexion ou peut-être leur décision, mais c'est pas de notre ressort, donc c'est plutôt tranquille. On a juste un enjeu d'expliquer d'où vient la donnée, de tous les biais inhérents au processus de captation de la donnée, de restitution, tout de manière identique autour des modèles, et regarder vite fait un petit peu s'il n'y a pas trop de biais d'interaction avec l'outil. Et donc les données, c'est vraiment perçu, alors je ne vais pas vous convaincre vous, mais dans notre champ, comme une course à l'armement, parce qu'en fait, il y a un enjeu sur la captation de la donnée un peu partout. Dans le sport de haut niveau, ça se lance pas. Est-ce qu'on peut lancer? Il y a une petite vidéo. C'est possible ou pas, chef? Cool. En fait, dans le sport de haut niveau, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup d'argent, voilà ce que vous pouvez aller. C'est une équipe de rugby. Il y a peut-être des fans de rugby, une des meilleures du monde, qui joue en noir, La Rochelle, bien entendu. Vous avez deviné d'où je venais. Pas de Clermont-Ferrand. Voilà en fait ce que nous on voit. Si vous regardez le rugby, vous voyez entre les omoplates derrière, vous avez un petit capteur. Donc c'est les GPS, mais il y a aussi un accéléromètre, un goniomètre dedans, qui permettent d'avoir des données en temps réel sur toutes les accélérations, les décélérations. Maintenant, il y a les algos dedans qui permettent de détecter les mêlées, les rucks, les impacts, les touches, des données de géolocalisation. Et ça, c'est couplé avec les données vidéo. Vous avez aussi une équipe d'analystes vidéo qui vont venir qualifier la donnée, savoir si c'est un bon cadrage de débordement ou pas, si cette accélération est efficace ou pas. Et donc, vous avez des données absolument partout. Et ça, c'est que les données en compétition. On est vraiment intrusif quand même par moment parce que sur le suivi et le monitoring des athlètes, donc on va rentrer des informations dans ce qu'on appelle les Athlete Management Systems. Donc, c'est des outils qui vont centraliser les données autour de l'athlète. Vous allez avoir des applicatifs qui vont permettre de répondre à des questions le matin. Est-ce que je suis de bonne humeur? Est-ce que j'ai bien dormi? Est-ce que j'ai des courbatures? Mais au-delà de ça, la semaine dernière, j'étais dans un club de foot pro. Vous avez des urinoirs connectés. On sait ce qu'ils mangent. On check si on n'a pas les urinoirs connectés. Ils vont déclarer la couleur des urines au moment où ils vont aux toilettes pour savoir s'ils sont suffisamment réhydratés ou pas. Donc ça peut aller assez loin. On a reçu une délégation de foot US, pas l'été dernier, celui d'avant, où en fait, ils mettent des capteurs dans les lits des coachs, des head coachs et des second head coachs, et en fonction de la variabilité de sommeil, si les analyses détectent que le head coach sort de sa variabilité, qu'il est en manque de sommeil,
que ça a impacté dans le passé des prises de décision, et ben, il y aura plus de poids de décision de second head coach sur le match. Donc ça peut aller assez loin dans des cultures différentes. Nous, on n'en est pas là. Mais en tout cas, il y a énormément de données qui sont colligées. Et, et notre intervention démarre par rapport à un objectif. Si un staff nous dit on veut mesurer la fatigue de cet athlète, et ben, on va pouvoir, on doit creuser en fait pour savoir est-ce qu'on va faire des prélèvements hormonaux à partir de prélèvements salivaires ou sanguins. Est-ce qu'on va faire un test, est-ce qu'il va nous dire combien il est fatigué le matin? Est-ce qu'on va faire un test de fatigabilité, donc le faire répéter des courses pour voir comment il se fatigue? Alors que la question c'est la fatigue. Ou est-ce qu'on met d'autres types de capteurs? Donc en fonction de l'objectif, il faut vraiment creuser quel type de données et de capteurs on va mettre en place pour s'assurer de la qualité de la donnée qui rentre. Parce que en gros, notre approche, c'est celle-ci. On va capter, donc là je vous ai réduit le champ des possibles, mais vous allez des données de performance, des données de blessure, parce que souvent les staffs nous demandent, ils veulent, donc vous avez énormément de données, mais ils veulent trois couleurs, vert, orange et rouge. Vert, il peut s'entraîner, rouge, il va se péter. Globalement, c'est ça la commande. Donc on a besoin des données de blessure, qui est souvent la variable à expliquer, de performance, et puis alors vous allez avoir des données de sommeil, de fatigue, de déplacement, de nutrition, de courbature, DOMS. Alors après, c'est de la nomenclature spécifique, mais charge interne et externe. Charge externe, c'est cet athlète qui fait de la course à pied. Donc, c'est les nombres de kilomètres qu'il peut faire. Et la charge interne, c'est par exemple son battement cardiaque ou alors des prélèvements qu'on peut lui faire. C'est comment son organisme réagit à la charge qui lui est infligée. Donc, on capte toutes ces informations-là. Et l'objectif, en fait, ça va être de percevoir ça comme un réseau de déterminants et d'aller, au lieu d'essayer de comprendre les corrélations des variables d'une à une ou deux à deux ou trois à trois, de regarder comment tout ça bouge et quel pattern on peut identifier pour éviter que se reproduisent des états de sous-performance ou des survenues de blessures, ou alors d'essayer de comprendre quand est-ce que les très bonnes performances émergent. Donc là, par exemple, pour cet athlète, on avait pu identifier que les blessures survenaient surtout en lien avec des modalités de récupération qui n'étaient pas nécessairement les bonnes, parce que là aussi, en fait, en fonction de la façon dont vous entraînez, les modalités de récupération ne sont pas les mêmes entre le bain chaud, le bain froid, les bains contrastés, le massage, la cryothérapie. Il y en a énormément. Donc, c'était plutôt associé à ces modalités de récupération qu'engendrait une grande fatigue, maladie. Et donc, c'est dans ces éléments-là que pouvait survenir un plus grand nombre de blessures. Alors, pour une autre athlète, vous êtes sur un schéma où c'est très associé à la charge qu'a encaissée. Donc, on peut se dire que c'est des problématiques de planification où on n'arrive pas dans des charges élevées de manière très progressive. Mais en fait, si sur cet athlète-là, on n'avait pas entré comme données les déplacements et les fuseaux horaires traversés, on aurait pu penser que justement, c'était à cause de ces impacts sur le sommeil, la fatigue et les charges d'entraînement qui amenaient à de la survenue de blessures, sauf qu'en fait, il nous manquait l'élément déplacement. Si vous l'enleviez celui-là, vous n'aviez plus autant de blessures. Donc en gros, Batman revient parce que ce qu'on met en place, on entraîne des modèles pour calculer l'état de forme, et donc il y a un enjeu aussi de déontologie, d'expliquer en fait comment fonctionnent les modèles, quelles sont les variables les plus importantes sur ces survenues de blessures, et de dire, vous voulez une couleur verte, quand on vous dit qu'il est vert aujourd'hui, la spécificité est de 82%, en tout cas, dans 82% des cas, on a dit, où l'algo a dit qu'il n'allait rien se passer, il ne s'est rien passé, avec des scores forcément de spécificité qui sont un peu plus bas, lorsqu'on dit, attention warning, il est rouge. Mais en fait, vous ne pouvez pas dire, il est rouge, il ne peut pas s'entraîner à un entraîneur de lutte ou de boxe ou de judo, sans lui dire pourquoi et où, quelles blessures et quelles sont les causes en fait de cette estimation. Donc en gros, les données, ah oui, là c'est pas on n'est pas en train de, nous on adore ce que vous faites quand elles sont bien structurées et bien propres et qu'on peut travailler dessus, on est content. C'est ce qui arrive à peu près maintenant avec la mise en place du Sport Data Hub, mais on va les utiliser en fait à son central. Sur des enjeux, donc là j'ai rapidement parlé d'optimisation de la perf, diminution de risque de blessure, un tout petit peu d'analyse de concurrence. On a une autre énorme partie qui est mon sujet de recherche, comment on aide les fédérations ou les clubs professionnels à mieux estimer les potentiels. C'est-à-dire, si vous prenez n'importe quelle équipe de France jeune ou d'une autre nation jeune actuellement, vous allez avoir des individus qui vont peupler ces équipes de France qui sont plus âgées relativement, plus âgées biologiquement et plus âgées dans l'entraînement. C'est-à-dire que vous avez plus d'individus nés en janvier-février dans les catégories U14, U15, U16
puisqu'ils ont un avantage biologique. Donc, ils sont plus vieux biologiquement. Et l'âge d'entraînement, c'est que ça fait plus longtemps qu'ils pratiquent l'activité aussi. Et en gros, ces 3 biais-là font que vous allez emmener des individus qui vont progresser au moment de la transition vers l'âge adulte. Ils seront plus en capacité de continuer à progresser. On n'est pas sur les trajectoires qu'on peut reconnaître sur les multiples champions du monde olympiques. Donc, c'est comment on crée des outils pour intégrer, déjà, montrer aux fédérations, montrer aux clubs professionnels qui sont exactement dans ces biais-là, qui vont chercher les individus les plus vieux, relativement biologiquement, et d'entraînement. Et comment, en fait, le petit couloir là, que vous aviez vu tout à l'heure de Batman, c'est comment, en fait, quand vous avez que quelques points en bas, comment on arrive à créer des modèles pour estimer les trajectoires à venir et toutes les possibilités pour chaque athlète, pour ouvrir le scope, pour leur dire attention, vous êtes en train de louper des potentiels en allant chercher juste les plus forts du moment. Donc, c'est toute cette partie-là. Et puis, on a un enjeu d'explication de quel type de données on capte, quel capteur on utilise, avec tous les biais que ça engendre, et d'expliquer en fait à nos interlocuteurs qui ne sont pas forcément toujours très enclins à l'utilisation de la donnée, selon les staffs, où peuvent se nicher des biais, bien entendu, à tous les étages. Dernier petit exemple, est-ce que je vois qu'il reste 1 minute? Analyse de concurrence, ça c'est un projet qui a été mené par les collègues du projet Perf Analytics. Si on peut lancer 2 fois les petites vidéos, ce serait super. Merci beaucoup. À la base, c'était pour analyser de la concurrence. Donc, quand la maintenance, donc c'est Computer Vision, l'algo est entraîné, vous pouvez le faire avec un téléphone. Vous le posez sur un combat de boxe et ça va vous sortir automatiquement les distances de garde, le déplacement avec un petit heatmap enrichi sur la vidéo des 2 boxeurs. Donc là, c'est une projection du centre de masse pour savoir où est-ce qu'ils sont sur le ring. Et donc, en fait, ça avait été créé pour analyser la concurrence. Et finalement, c'est un outil qui est très utile, qui a un courant qui est en train de se développer fortement. Au lieu d'aller équiper les athlètes, de leur mettre des capteurs, et ainsi de suite, on passe par la vidéo pour être moins invasif. Et donc, ça s'appelle le Invisible Monitoring dans notre champ. Et donc, ça permet maintenant de quantifier des données de charge d'entraînement qui sont très importantes pour savoir jusqu'où on peut pousser les athlètes sans qu'ils se blessent, comment on peut mieux individualiser la pratique. Parce que là, vous voyez, les 2 boxeurs s'affrontent sur ce combat d'entraînement, mais en fait, ils vont pas du tout parcourir la même distance, ils vont pas couvrir les mêmes zones, ils vont pas avoir les mêmes. Donc derrière, l'équipe de Lionel Avray et des collègues modélise des avatars en 3D en fait pour pouvoir reconstituer l'ensemble des schémas corporels et sur un autre projet avec l'escalade par exemple, pouvoir quantifier les puissances qui sont dégagées. Donc ce qui permet d'avoir de l'information aussi à l'entraînement. Ça marchait. Désolé de vous avoir demandé de lancer la dernière vidéo. En tout cas, je vous remercie. Disponible si vous avez des questions parce que c'est un tout petit aperçu de tout ce qu'on peut faire. Et désolé pour la frustration si les data architectes et ingénieurs voulaient plus de détails sur comment on a structuré le Sport Data Hub, mais je reste dispo pour en discuter si vous voulez.